Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. L'autonomie solidaire en santé. Bien écoutez, c'est la seule réforme possible pour Frédéric Bizard que nous recevons tout de suite. Économiste spécialisé en santé qui publie ce livre aux éditions Michelon et qui est déjà en librairie. Alors effectivement, autonomie, solidarité, Frédéric Bizard. Mais je voudrais d'abord, vous êtes professeur à Subdeco, vous êtes professeur d'économie, vous êtes président fondateur de l'Institut Santé, et évidemment, vous êtes occupé de questions de profession sociale et de santé. On va parler de ça, et Dieu sait si on en parle. Vous avez vu que là, j'avais reçu la sénatrice Eustache-Brinio sur le pass sanitaire qui va être prolongé. Enfin, toutes les conséquences en domino de ce qui se passe depuis le Covid-19. Mais je voudrais dire d'abord, ce livre est le produit de quoi? De quel travail? C'est le produit d'un travail d'intelligence collective de 3 ans. J'ai créé avec d'autres personnes l'Institut Santé en 2018 pour être prêt à ces présidentielles, pour proposer un programme. Donc avant le Covid. Donc avant le Covid, oui. Alors vous avez raison, c'est tout ça. C'est intéressant de rappeler ça. Le déclin de notre système de santé n'est pas lié au Covid. Le Covid n'est qu'un révélateur et j'espère un accélérateur de son changement. Donc on a créé ça, pourquoi? Parce que d'abord, comme beaucoup, moi j'avais travaillé dans mon coin pendant des années, essayer de réfléchir à ce nouveau modèle de protection sociale. Bon, mais vous arrivez vite à un plafond de verre parce que vous ne pouvez pas, un seul cerveau, avoir la transversalité nécessaire pour repenser un modèle social. Bon, donc on s'est dit qu'on allait faire cette transversalité à la fois sur le plan professionnel, intellectuel et sur le plan politique. Parce que si vous voulez changer de modèle, il faut arriver à trouver un consensus, comme ça a été en 1945. Le CNR a d'abord travaillé collectivement avant d'essayer de trouver ce consensus sécurité entre les sociale, communistes et la gaulliste. etc. Parce que c'est ça qu'on réinvente. On prend l'exemple de la santé, mais c'est tout ça qu'on veut Donc réinventer. vous avez pris dans toutes les... Donc on a pris toutes les principales sciences sociales, les sociologues, les philosophes, les économistes, beaucoup de professionnels de santé évidemment, dont certains que vous connaissez. Donc on a fini à une centaine en 2 phases. La première phase, c'est qu'on a produit nous-mêmes un premier contenu, d'ailleurs sous forme d'un livre il y a 1 an et demi, et puis on a fait des conférences de consensus, et là c'est vrai que le Covid nous a aidés parce que les gens ont pris l'habitude de Zoom, et autant c'est difficile de réunir les gens physiquement plusieurs fois, autant ça a été assez facile avec le Zoom. Donc on a fait une bonne douzaine de conférences de consensus avec qui des politiques, qui des professionnels de santé, qui des industriels, et pour arriver à un contenu qui est cohérent et qui, on peut le dire, c'est pour ça qu'on expliquera pourquoi la seule réforme possible, répond aux enjeux, respecte la culture française et emmène tout le monde dans ce nouveau modèle, à l'exception toujours de quelques extrêmes qui ne souhaitent que rien ne change. Oui. Et alors justement, de ce point de vue-là, donc ça a été 3 ans de travail, 3 ans, et puis vous sortez ce livre, effectivement, et on voit qu'il aborde tous les domaines. Mais auparavant, avant d'expliquer ce que c'est pour vous l'autonomie solidaire, parce que c'est le concept, c'est le rassemblement des 2 termes qui est important, qu'est-ce qui a fait? On l'a dit je voudrais... Qu'est-ce qui a fait que en 45, en 50, en 60, 70, le système de santé français était considéré comme un des meilleurs du monde, sinon le meilleur, pour la protection, pour les hôpitaux, pour les cliniques, les meilleurs spécialistes, etc., etc. On venait en France, comme on est dans l'Eldorado, d'ailleurs on vient toujours pour se soigner. Qu'est-ce qui a vraiment... dans les 30 ou 40 ans, qu'est-ce qui s'est dégradé ou qui a disparu? C'est une bonne question parce qu'il faut déjà comprendre le passé pour construire l'avenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a construit le meilleur système de santé au monde? D'abord, on a construit un outil, la sécurité sociale, qui a vraiment aidé à solidariser la population autour des principaux risques sociaux. Et ça, ce noyau solidaire est absolument indispensable dans tout système. On pourra y revenir. Pourquoi? Dans ce modèle, qui était un peu le premier modèle généralisé de santé, c'est vrai pour tous les pays, ce qu'il fallait, c'est médicaliser les territoires. C'est-à-dire qu'il c'est le modèle de l'accès aux soins. Il faut arriver à ce que toute la population ait un accès de proximité pour les soins courants et de relative proximité pour les soins plus complexes, avec des professionnels de santé de grande qualité. Et ça, c'est la France a réussi mieux que tous les autres pays à réaliser cela. C'est-à-dire que, et ce sont les ordonnances Debré de 58, on a créé une excellence au sein d'hôpitaux d'excellence qui faisaient de la formation de grande qualité, qui faisaient de la recherche
de grande qualité, de l'enseignement de la grande qualité et les soins très complexes. Et ça a formidablement bien fonctionné. Donc on est arrivé en 2000, mais j'avais appelé ça le chant du cygne, je vais vous expliquer pourquoi, avec finalement le pays où on avait réussi le mieux au monde cette médicalisation des territoires. Donc 40 ans glorieuses, voilà. Alors, 40 années glorieuses. Mais avec un système qui commençait à s'effriter pour plusieurs raisons, c'est que vous avez qu'on appelle une triple transition. La transition démographique qui fait que, comme le succès, comme le modèle marche, les gens vivent plus longtemps. On a une espérance de vie qui s'est accentuée, même s'il ne faut pas oublier que c'est que 20% lié au système de soins, l'espérance de vie. Hein, c'est le développement économique et social, sont les comportements. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà important. Bon. Et puis, il y avait une transition aussi épidémiologique, c'est-à-dire qu'on passe de risques courts à des risques longs. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'un modèle de risque court est un modèle qui n'implique pas l'individu dans la gestion de ce risque, hein, comme c'était le cas dans notre modèle encore actuel, mais de 45, c'est-à-dire de dire André Berkoff, vous ne vous occupez pas de votre santé, c'est moi le système qui vais m'occuper de votre santé. J'ai médicalisé les territoires, donc vous aurez un accès en cas de problème à un professionnel de santé. Idem pour la retraite, hein, où les gens... C'est-à-dire on ne s'occupe pas de votre santé actuelle, de prévention, de quoi que ce soit. Non, on attend que le problème arrive. Mais ça a été vrai aussi pour le chômage. C'est intéressant parce que vous savez, on a une sécurité sociale avec 4 branches, 5 maintenant avec la dépendance, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous avez une stratégie de gestion de risque. Un système de santé, c'est une stratégie de gestion de risque. La gestion du risque dans le modèle de 45, c'est on attend que le risque s'exerce, arrive, et on s'occupe de l'individu. Et on a été extrêmement efficace pour s'occuper de l'individu, malade, à la retraite, au chômage et tout ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce système-là ne peut pas fonctionner parce que les gens vivant de plus en plus vieux, vous avez une demande qui explose si vous attendez cette demande s'exerce, parce que les risques étant plus longs, vous ne pouvez pas déresponsabiliser les individus, il faut les impliquer, parce qu'il faut, d'où cette autonomie, il faut aller vers l'autonomie qui n'était pas dans le premier modèle. Autant la solidarité y était, mais l'autonomie n'y était pas, parce que pour rendre accessibles les professionnels de santé... C'était plutôt la dépendance. C'était plutôt, la dépendance au modèle, hein, ce fameux colloque singulier, avec ce déséquilibre entre le professionnel et le patient. On appelait ça le patient parce qu'on est passif, on va chez son médecin et on attend qu'il nous trouve le Oui, c'est très joli d'ailleurs le mot patience. Le mot patience. Donc, vous voyez, ça, il faut que ça soit consensuel. Après, on peut discuter de comment est-ce qu'on va vers ce nouveau modèle. Mais vous savez, ce qu'on dit là, le problème, c'est que qui sont les politiques qui, ce raisonnement assez simple quand même qu'on tient là, on fait ce raisonnement pour se dire ce sujet doit être au cœur, parce qu'il faut le débattre démocratiquement. C'est pas rien de changer de modèle social. Pour le moment, pas beaucoup. Oui, c'est vrai que le modèle social, en tout cas, on ne l'a entendu ni à l'Assemblée, ni à l'Élysée, et depuis des décennies et des décennies. Alors, justement, arrivons à la responsabilisation. Quand vous dites le monde a complètement changé, on est en 2021. Oui, pourquoi vous parlez du chant du cygne en l'an 2000 ? Vous disiez l'an 2000, c'était le chant du cygne. Parce que, en fait, ce modèle de 45 de médicalisation des territoires n'était plus le modèle qui correspond au 21e siècle. Dès l'an 2000. Oui, dès l'an 2000, parce qu'en fait, ces transitions dont on parle, le vieillissement démographique, la transition épidémiologique, passer de pathologies aiguës dominantes à des pathologies chroniques. 80% aujourd'hui des gens décèdent de pathologies chroniques. Et puis cette révolution technologique qui permet de gérer ces deux premières transitions, c'était à l'aube du changement de millénaire. Donc ce modèle-là ne pouvait pas être compétitif. Donc on l'a fait survivre pendant une vingtaine d'années, gouvernement après gouvernement. D'ailleurs, en aggravant le système, on pourra venir sur cette étatisation et cette ultra-bureaucratisation, parce qu'on s'est dit, on va quand même tenir le modèle, et pour le tenir, il faut le normer, il faut le bureaucratiser, c'est comme ça qu'on va le tenir avec des rênes bureaucratiques. Ouais. Bon, mais donc, c'était fini, ce chemin. Donc, en fait, notre système déclinait déjà, et d'autres qui travaillaient davantage en amont sur le risque, notamment les pays scandinaves et autres, commençaient à prendre le relais. Les Allemands ont fait aussi ce virage-là, mais nous ne l'avons toujours pas fait. En fait, on disait en l'an 2000 après, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, mais faisons comme si rien ne change. Faisons comme si rien ne change. Faisons comme si rien ne change. Parce que, mais vous savez, moi je considère qu'il y a une co-responsabilité de tous dans cela, et c'est toujours facile. Bon, mais pourquoi ? Parce que pour un homme politique, pour quelqu'un qui prend des responsabilités, c'est quand même plus facile de dire nous avons le meilleur système de santé du monde, qui correspond à l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il fallait que ce système s'effondre
pour qu'on puisse faire passer le message aux citoyens qu'il fallait changer de modèle. Parce que c'est pas simple de changer de modèle social. Il n'est pas passé encore le message. Il n'est pas passé parce que... Oui, sauf que là, vous avez un décalage quand même, à mon avis en tout cas, entre une offre politique qui essaie de vous faire croire que continuons avec ce système, hein, y compris malheureusement depuis 4 ans, où on a pensé qu'en mettant de l'argent dans l'hôpital public, on allait sauver le système. Hein, le ministre de la Santé dit au Ségur de la Santé, on a réglé le problème de l'hôpital public pour 10 ans. Oui, en supprimant des vingtaines de milliers de lits. C'est surtout que c'est pas qu'une question d'injection d'argent. Oui, juste une chose, Frédéric Bizard. Est-ce que le principe de précaution a joué, inscrit dans la Constitution? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part, sans faire de psychanalyse d'école primaire, dans l'inconscient des gouvernants, en disant oui, attendez, vous êtes gentil, mais principe de précaution, si je laisse faire, et ça s'est un peu passé pour le Covid, à mon avis, ça va être terrible. Est-ce que ça n'a pas joué? Vous voulez dire que si ça a joué sur une prise de conscience qu'il fallait... Ça, c'est pas vraiment la réponse à ça. Malheureusement, ça n'a pas joué dans le sens où on met dans la Constitution ce principe de précaution, mais on ne l'applique pas véritablement pour repenser le modèle social. Ça n'a pas joué, puisque on est toujours sur le curatif en santé, où je vous protège de votre retraite parce que je vous promets une retraite, mais pas de dire, mais pensez à votre retraite dès votre plus jeune âge et en aidant à construire la retraite. C'est pareil, la retraite. Il y a un seul domaine où on l'a fait, pas de façon très efficace, mais où on l'a fait stratégiquement, c'est le travail. Il y a 5-6 ans, on a compris que pour régler la question du chômage, il ne fallait pas simplement s'occuper des chômeurs, il fallait s'occuper des actifs en les rendant employables, quelle que soit l'évolution de leur métier, la formation continue. Donc, mais la formation continue, c'est la prévention pour la santé, si vous voulez. Ça. Et donc, on a basculé, on a basculé la gestion du modèle de l'après, de l'aval, vers l'avant, vers l'amont. Vous voyez, ça, on l'a fait. Et il faut appliquer ce changement, ce virage stratégique à tous les risques sociaux. Et là, on démontre comment le faire dans la santé, qui est probablement le système le plus complexe à réformer. Alors justement, après les informations, on va parler de cette autonomie et de cette solidarité. Juste une chose, est-ce que, à votre avis... parce que des livres pareils, vraiment, que je recommande, qui est un livre tout à fait passionnant et qui ouvre des voies, enfin qui ouvre des portes, en tout cas intellectuellement, ça permet de voir, et même du point de vue de la faisabilité, c'est tout à fait faisable. Est-ce que vous espérez quand même peser sur ce qui va se passer? Parce que là, on est 6 mois d'élection présidentielle. Est-ce que les politiques, enfin, ou des politiques peuvent s'en emparer aujourd'hui? Si je regarde, encore une fois, les sujets abordés, je dirais que c'est mal parti, mais on l'abordera après. Vous voyez, moi, je crois que c'est que par les idées, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Donc, je pense qu'il y a un moment, cette crise hospitalière qui est toujours ce qui ressort le plus, nous ne sommes pas au bout. Moi, je pense que la première étape, c'est d'avoir un programme d'idées consensuelles prêt à appliquer. Il faut que les gens le lisent, ce qu'ils sont en train de faire. Grâce à vous, on peut faire diffuser davantage le contenu, mais c'est prêt à l'emploi. La condition pour que ça se fasse, c'est qu'on arrive à le mettre dans le débat démocratique. Parce que après, vous le faites en 100 jours. Vous faites l'essentiel en 100 jours. Hein, mais 100 jours, à votre avis, c'est faisable? Oui, je rappelle que ce qui a structuré le précédent modèle, ce sont des ordonnances en octobre 1945 et des ordonnances en décembre 58. Hein, vous faites, et là, on peut y aller par ordonnance, sous réserve, parce qu'à mon avis, il n'y a pas à nouveau à relancer un débat sur un sujet complexe. Il y a un consensus. Sous réserve qu'il y ait un débat démocratique avant la présidentielle. C'est ce qu'on essaie de faire. Eh bien, on va continuer en tout cas ce débat démocratique après les informations. Et c'est justement parce que c'est un sujet complexe que vous pouvez poser vos questions à Frédéric Bizard, puisque c'est sa spécialité. Il est économiste spécialisé en santé. À tout de suite. Jean Castex, le Premier ministre que le monde entier nous envie, l'a bien dit, si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, il ne faut pas tomber malade. Ben, il a raison. Il ne faut pas tomber malade et c'est aussi une responsabilisation. Et dans un livre que je vous recommande, vraiment, auditeur du Sud Radio, lisez-le, Frédéric Bizard parle de l'autonomie solidaire en santé. Ça vous concerne parce que la santé, c'est pas seulement quand on tombe malade. Ce n'est même pas d'abord quand on tombe malade. Il faut s'en occuper quand on est justement en bonne santé. Alors, définissez un peu cette autonomie solidaire. Autonomie, c'est quoi et comment? Et solidaire, c'est quoi et comment?
Alors pourquoi l'autonomie solidaire? D'abord, c'est pour une raison, je dirais, philosophique. La première, qu'est-ce que le progrès social aujourd'hui? Si on veut changer de modèle social, il faut quand même proposer quelque chose qui représente un progrès. Le modèle social actuel est un modèle qui se substitue aux individus en les protégeant de façon relativement efficace, mais sans activer leur capacité individuelle et souvent sans laisser totalement un libre arbitre, puisque c'est le système qui vous protège. D'accord? Or, le progrès, c'est l'idéal d'autonomie des Lumières, hein, c'est la chose. La sortie du monde industriel, c'est Ingalart qui dit ça, devrait s'accompagner d'un idéal d'autonomie. Bon, donc c'est quand même laisser à chaque individu son libre arbitre et la possibilité de pouvoir développer. C'est une notion d'approche développementale de l'individu. En fait, le but, c'est pas que tout le monde soit en haut de la pyramide, c'est que tout le monde puisse développer ses capacités individuelles pour réussir sa vie. D'accord, c'est ça le modèle. Donc, il faut travailler sur les capacités individuelles. Donc, il faut rendre les gens autonomes. C'est-à-dire qu'il faut redonner les clés, quelque part, du camion aux individus par rapport à leur retraite, par rapport à leur santé. Mais Frédéric Bizard, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ce travail. Alors, non, mais ça fait peur, souvent. Ça fait peur. Voilà. Non, mais si vous voulez, ce dont il faut être convaincu, c'est la deuxième chose. La deuxième raison, c'est pour une raison de stratégie. Si vous voulez être bien protégé, il faut vous impliquer dans votre santé. Pensez que parce que vous avez un hôpital, comme souvent on l'entend, à 20 km de chez vous et de bons médecins autour de vous, vous êtes protégé pour votre santé est une erreur. D'accord ? L'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, devient l'indicateur principal. D'abord, c'est l'indicateur principal de votre qualité de vie, parce que même si vous survivez aujourd'hui beaucoup plus longtemps à vos pathologies, vous vivez dans de moins bonnes conditions. Mais si on veut un système performant, parce que vous avez ce vieillissement de la population, parce qu'on fait vivre les gens de plus en plus longtemps, il faut absolument travailler sur ce maintien en bonne santé. Et ça passe par de l'autonomie. C'est pas l'État, même s'il pense pouvoir le faire, notamment on voit un peu aujourd'hui dans un pass sanitaire qui manque de proportionnalité. C'est pas l'État, c'est pas le Conseil. On va pas garder un Conseil national de défense de décider. Ou alors on enlève du libre arbitre et de la liberté individuelle aux gens de le faire. Donc c'est comment on peut appeler ça responsabilisation. Moi j'appelle ça autonomie. Mais ça passe donc par l'éducation à la santé. Ça passe par des services d'accompagnement, parce que pour vous et pour moi, c'est peut-être relativement simple, et encore, c'est pas que socio-éducatif ou socio-économique, la question de savoir, c'est une question culturelle. Dans ce nouveau modèle, il n'y a pas une révolution des acteurs, mais il y a une révolution culturelle. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous dirigent pensent qu'un bon système de santé, c'est un système qui va rendre autonomes, et en particulier les plus défavorisés, le plus efficacement possible les individus dans la gestion de leur santé. Frédéric Bizard, qui dit autonomie, dit éducation. Absolument. Dit éducation, Absolument. Parce que la santé, alors, est-ce que, non mais justement, est-ce que le problème dit, attendez, vous êtes gentil, moi j'ai mon travail, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, je comprends très bien ce que vous dites, et intellectuellement, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas le temps. Si je n'ai pas des gens, si je peux pas faire confiance à des gens dont c'est l'expertise, dont médecins, infirmiers, personnel de santé, etc., c'est pas moi qui vais me substituer à eux. Comment je fais? C'est le débat historique sur la notion de capital humain. Ça rejoint la théorie du capital humain et la phrase de Lincoln, si vous n'aimez pas l'éducation, préférez l'ignorance. Si vous n'aimez pas la prévention, préférez la maladie. Donc il y a toujours cette notion-là, et on a beaucoup travaillé, notamment des gens comme Gary Becker, des gens sur est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le capital humain ou pas? Oui, ça vaut le coup d'investir dans le capital humain. Comment on fait? Ça, c'est justement ce nouveau modèle où il faut le faire dès la petite enfance. Plus vous agissez tôt, plus c'est efficace. Alors, plus le rendement sur le capital humain est efficace. Comment on fait? D'abord, vous mettez la santé publique, c'est-à-dire les besoins. Il y a 3 piliers dans le nouveau modèle. Pour être rapide, il faut passer, donc on l'a compris, d'un accès aux soins à un accès à la santé. Deuxième chose, il faut passer d'une gestion par l'offre, où je gère des professionnels de santé, à une gestion par la demande de santé, où je vais gérer des besoins de santé. Et la troisième chose, c'est que je vais passer, on va dire, d'une organisation étatique à une organisation démocratique. Donnez-moi un exemple, donnez-moi un ou deux donc exemples. Un exemple clair, c'est que vous avez un système qui va
donc, dont le pivot, c'est la santé publique. C'est-à-dire que vous allez organiser la santé de façon territoriale. Vous ne l'organisez pas de Paris. On a proposé, mais tout ça peut se discuter, 450 territoires de santé qui correspondent à peu près à 150 000 personnes. Et ce qu'on essaie de faire depuis 25 ans, mais on ne se préoccupe pas des individus. Donc, en fait, ce sont les professionnels qui savent qu'ils ont des groupements hospitaliers de territoire ou pas. Non, c'est un territoire de santé où vous, André Berkoff, vous allez vivre dans un territoire de santé dans lequel vous allez avoir toutes les réponses à vos besoins. Donc, on gère à partir du besoin. On gère du local. On gère du local. Donc, vous voyez bien qu'il faut toute une nouvelle gouvernance qui permette une gouvernance territoriale et puis qui soit pilotée à un échelon régional, puis à un échelon national, puisqu'il faut qu'il y ait une politique nationale qui soit déclinée jusqu'au territoire. Donc, c'est très concret. Vous avez aujourd'hui, il n'y a pas de système de santé publique en France. On l'a vu avec la crise Covid, c'était intéressant. On a géré et tout autre pouvoir politique aurait fait pareil, parce que c'est un problème systémique. Au coup par coup, parce que nous n'avions pas d'instance qui permettait d'anticiper. D'où ce conseil de défense qui existe toujours alors qu'on maîtrise. Parce que à qui donner les clés? Les agences régionales de santé, mais elles n'ont jamais été pensées pour ça. Donc elles sont pas organisées. À quoi servent-elles aujourd'hui, franchement, Frédéric Bizard? C'est là où il faut repenser. On a dit il fallait que l'État reprenne tout le pouvoir depuis 25 ans. Donc on a créé des agences de l'État, des représentants de l'État dans les régions, et on leur a donné tout pouvoir sur les soins, la santé publique. C'est comme les préfets, quoi. Ce sont des préfets sanitaires. Sauf que ce sont des hauts fonctionnaires avec des gens tout à fait remarquables, mais qui n'ont pas la compétence pour gérer ça. Donc, ils administrent. Ce que c'est faire un haut fonctionnaire, c'est administrer. D'où cette ultra-bureaucratisation qui est ressentie et cette déresponsabilisation des professionnels de santé. Vous êtes dans un secteur où vous avez de la haute compétence. Vous gérez de la haute compétence. Que ça soit chez les médecins, que ça soit chez les chercheurs, que ça soit chez les industriels. Vous gérez ça. Donc, il faut savoir le gérer en vous appuyant sur cette compétence. Mais là, on a asphyxié cette compétence. C'est un des problèmes numéro 1 à l'hôpital. Quand vous avez un chef de service qui sait très bien qu'il n'a aucun pouvoir d'organisation et de gestion de son service, et franchement, il en prend son parti. Mais c'est pas un bon système. Il se résigne. Donc très concrètement, il faut que chacun dans son territoire, de la petite enfance jusqu'à la fin de la vie, ait des services d'accompagnement au-delà du soin. D'accord ? Ça passe par de l'éducation, mais ça peut être aussi par les bons choix de sport, ça peut être par les bons choix de nutrition, ça peut être... Ça, c'est aussi important que le professionnel de santé. Donc, par exemple, on propose, il faut faire aboutir la loi Kouchner, qui était une bonne loi, c'est-à-dire qui a dit, mais il faut que des patients accompagnent d'autres patients, ou des usagers accompagnent d'autres usagers, parce qu'il y a des gens qui sont plus avertis, qui sont plus pédagogues. D'accord. Eh bien, nous faisons aboutir cette loi. Or, on a créé l'organe, mais pas la fonction. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ces représentants de patients, mais qui sont des bénévoles au mieux, qui ne sont pas intégrés dans le système. Eh bien, nous, tous ces gens qu'il faut former, donc on propose d'ouvrir des départements de formation des usagers, puisqu'il faut professionnaliser ça, et d'en faire des professionnels de santé, dans l'enseignement, d'accompagnement dans la chose, vous voyez. Donc, à qui est-ce qu'on va confier tout ce maintien en bonne santé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les PMI, pour la protection des enfants... des mineurs, des enfants, des petits-enfants maternels et infantiles. On a donné ça au département. Puis la santé à l'école, qui est stratégique. On a donné ça à l'éducation nationale, qui s'en occupe pas ou très peu. Puis la santé au travail, on a donné ça au ministère du Travail, dont c'est à peu près le dernier des soucis. Donc on regroupe tout ça. Nous, on a pensé que le bon échelon, c'est le département. Mais on peut le discuter, parce qu'on me dit, non, mais le département, c'est pas forcément... OK, mais on fait quoi? Il y a un moment, il faut faire des choix. Bon. Or, c'est le bon échelon géographique. Donc, vous regroupez tout ça au sein du conseil départemental à qui vous donnez la possibilité de le faire. Et le vrai pouvoir d'agir, quoi. Le vrai pouvoir d'agir et d'accompagner les individus. Et puis, vous pilotez le système quand on dit à partir des besoins. Ça veut dire que vous savez qu'aujourd'hui, on a un projet de loi de financement de sécurité sociale qui se discute actuellement à l'Assemblée nationale, qui est à peu près 240 milliards sur des soins de ville, des soins hospitaliers, mais qui est dénué de toute vision et de toute capacité à pouvoir discuter d'une politique de santé. Eh bien, la santé, ce que nous proposons, pour vous donner un exemple précis, c'est que ça soit un petit peu piloté comme la défense, c'est-à-dire qu'un projet de loi de programmation sanitaire à 5 ans. Pourquoi ? Parce que comment voulez-vous remplir des objectifs de santé publique en 1 an ?
D'accord ? Vous ne faites que de la comptabilité sur un an. Donc, vous donnez des perspectives d'au moins 5 ans, une vision. D'ailleurs, 5 ans qui permettent d'en parler aussi pendant les présidentielles. C'est important aussi sur le plan technologique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune société de biotechnologie qui travaillait sur l'ARN messager, alors que l'ARN messager a été inventé en France, 1961, Monod, Jacob. Pourquoi ? Mais parce que les industriels n'ont plus aucune capacité de vision. On leur donne, les règles du jeu changent à peu près tous les ans. Donc ils vont investir dans d'autres pays où vous avez une vision. C'est absolument anormal qu'il n'y ait aucune société de biotechnologie qui soit mise sur l'ARN messager. On navigue à la godille, au doigt mouillé. On navigue à la godille. Mais parce que les instances poussent à ça. Donc, dans la reconstruction, pour du concret, encore une fois, maintenant, c'est un projet de loi de programmation à 5 ans. Puis, vous avez une révision budgétaire tous les ans pour voir si on atteint bien les objectifs. Ça n'empêche pas. D'ailleurs, c'est obligatoire. Bon, donc ça, c'est une chose. Deuxième évolution. Vous savez que le ministre de la Santé est le numéro 14 sur le plan politique au sein du gouvernement. Donc, autant dire que la santé, qui est vue comme les soins et l'organisation des hôpitaux par l'organe politique. Et pourtant, on ne parle que de ça. Mais en fait, le ministre de la Santé n'a en réalité aucun pouvoir sur les choses. Et en général, on prend plutôt un médecin pour dire il va plutôt nous gérer les médecins, ça va plutôt faire ça. Donc, parce qu'un médecin parle à un médecin, c'est mieux. Or, la santé, c'est de la politique. La santé, c'est de la politique d'organisation des territoires, c'est de la politique agricole, c'est de la politique du sport, c'est de la politique... Donc, il faut une fonction transversale à ça. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un secrétaire d'État de santé publique qui soit à la fois sous le ministre de la Santé et sous Matignon, parce qu'il faut faire de la transversalité en politique. Alors après, on vous dit, ah oui, mais vous savez, ça, c'est compliqué. Non, mais très bien. Mais si on veut être efficace, il y a un moment où il faut un petit peu faire évoluer la gouvernance et les instances. On en parle tout de suite après, c'est passionnant. On en parle tout de suite après ceci. Qu'est-ce qui vous choque dans ce que révèle Frédéric Bizard? Quelles suggestions aurez-vous à faire ou quelles questions avez-vous à poser à Frédéric Bizard? Il reste avec nous jusqu'à 14h et vous nous appelez au 0826 300 300. 0826 300 300 jusqu'à 14h. Proposez vos questions à Frédéric Bizard. On parle santé évidemment depuis déjà une demi-heure. Et nous sommes avec Dust qui nous appelle de Héran en Haute-Garonne. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust, bonjour. Ben voilà, il y a 25 ans, suite à quelques expériences professionnelles avec les laboratoires pharmaceutiques qui se sont mal terminées, j'ai perdu confiance à la médecine allopathique et je me suis tourné vers les médecines naturelles. Et pendant ces 20 ans, en fait, il se trouve que j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que, j'allais payer mes soins, tous mes soins, et j'ai compris aussi que ça me permettait de me mettre dans un état d'esprit psychologique plus guerrier, plus autonome, c'est ça, quelque part. On parlait d'autonomie, je voulais être responsable de ma propre guérison. Ça m'est arrivé de passer chez mon médecin de famille, qui est à la retraite maintenant, que j'adore, pour avoir des diagnostics plus pointus, mais je me suis toujours soigné tout seul. Donc je pense que peut-être la gratuité a cet effet pervers où ça nous enlève notre autonomie par rapport à notre santé. Alors évidemment, il y a des milieux sociaux qui ont besoin d'aide, évidemment, quand on est très 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 pauvre. Mais moi, je suis resté au RSA quand même 10 ans et j'étais déjà dans ces médecines qu'on appelle douces. Et je voulais aussi trouver des solutions rentables parce que je n'allais pas traîner des mois à dépenser des sous et pour ne pas être guéri. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses, peut-être un peu spéciale, mais en tout cas sur moi personnellement, je suis très content d'avoir fait ces choix. Et en plus, au niveau de mes dépenses, ça ruisselle sur des gens qui sont beaucoup plus locaux. Parce que les huiles essentielles sont fabriquées en France, les plantes qu'on achète chez les herboristes sont produites par des agriculteurs français, et du coup, on dépend, et surtout, on n'alimente pas ce flot d'actionnaires qui se gavent sur les laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est à la base, c'est ça qui a changé ma vie. Ça m'a tellement choqué qu'on gère la maladie comme n'importe quelle activité boursière que j'ai arrêté de travailler dans ce milieu-là, quoi. Alors, Frédéric Bizard, justement, gratuité, ça nous amène effectivement à ce fameux déficit de la sécurité sociale, sans parler de la fraude dont Charles Prats et beaucoup d'autres ont parlé, les 50 milliards par an, etc. Dust dit quelque chose, il dit, attendez-moi, assumons-nous, prenons sur nous et peut-être ça nous responsabilise plus. Oui, alors d'abord,
Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que évidemment, il y a une prise de conscience que l'on voit à l'échelle des individus sans que le système véritablement ait bougé. Mais il y a une prise de conscience que les gens sont intelligents. Donc les gens comprennent bien que vous êtes le principal responsable de cette espérance de vie sans incapacité, du fait de maintenir votre capital santé le plus en forme possible. Donc les gens le savent, ça. Bon, enfin en tout cas, ils en prennent conscience. Même si c'est compliqué, hein, pourquoi autant de gens fument alors qu'ils savent que c'est mauvais pour leur santé, c'est qu'il y a des comportements qui sont compliqués. Concernant alors, c'est pas pour ça qu'il faut rejeter tous ceux qui interviennent sur le plan curatif, que vous soyez des laboratoires ou pas. Hein. C'est un équilibre à trouver, pas rentrer dans le fait des laboratoires, mais croyez-moi, quand vous avez une pathologie grave, vous êtes content qu'il y ait de l'innovation pour essayer de venir vous sauver. La médecine allopathique, elle est absolument cruciale lorsque, évidemment, il y a des problèmes. La question de la gratuité, elle est centrale. Ouais. On va faire vite, mais c'est une question purement économique. Le modèle français est un modèle qui n'intègre pas, contrairement à ce qu'on dit depuis 20 ans, la gratuité. Contrairement au modèle anglais, où c'est no bills. Le modèle anglais, c'est un modèle système national de santé, géré par l'État, qui vous offre, qui contrôle une offre, qui vous donne à disposition gratuite. La qualité de cette offre va dépendre un petit peu de la conjoncture économique et de l'investissement qu'on y met. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez dans le système privé. D'accord ? Donc on a vu qu'il y a... et puis c'est géré par des files d'attente. Mais par contre, André, ce qui est très important, c'est que ça soit le système anglais ou le système américain, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas autonome dans le système. Le système français est le seul système au monde qui a fait de la liberté des acteurs, que ce soit les professionnels de santé qu'on a gardés indépendants ou des usagers, des êtres libres. Okay, c'est pour ça que c'est un modèle républicain. Mais la contrepartie de cette liberté, c'est que vous participez au financement des soins par votre travail, mais aussi pour les soins courants, par ce qu'on a appelé le ticket modérateur. D'accord ? C'est-à-dire que tous les soins ont un ticket modérateur dont vous êtes exonéré si c'est une pathologie grave, pour vous protéger, pour éviter que de vous soigner vous mette à risque sur un plan financier. Et ça, il faut évidemment le conserver. Et pour un tas d'autres types d'exonération, notamment si vous n'avez pas de moyens, il y a 10 millions de Français qui sont exonérés du ticket modérateur. Mais l'erreur, si on veut tuer le modèle français, on va vers la gratuité, parce que derrière la gratuité, il y a la perte de responsabilité, la perte de liberté, et vous ne choisirez plus qui vous soignera. Aux États-Unis, c'est un autre modèle. Vous êtes dans les mains de votre assureur privé. Hein, vous souscrivez un contrat avec votre assureur privé, mais une fois, et donc c'est lui qui va vous dire où vous allez vous faire soigner, souvent comment vous allez vous faire soigner. Mais ça marche, parce qu'ils ça marche. Sauf que c'est beaucoup plus. Alors pour le coup, du côté américain, c'est beaucoup plus coûteux, parce que le système privé fait que c'est beaucoup plus coûteux. Hein, les Suisses aussi l'ont fait, on l'a vu. Mais surtout, vous n'avez plus cette liberté de choix qui fait la richesse du modèle français. Et donc, cette responsabilisation de l'individu. L'autonomie solidaire vient réactiver, en fait, le cœur du modèle français, qui est un modèle républicain, qui est qu'en fait, on vous préserve votre liberté de choix, parce que, encore une fois, dans le maintien en bonne santé, qui va décider de comment vous allez gérer ce maintien en bonne santé ? Oui, mais mais à partir du moment où on a ces déficits absolument abyssaux. Alors, allons sur le déficit. Allons sur le déficit. Non, mais bien sûr que c'est important. Pourquoi est-ce qu'il y a un déficit ? 60%, 80% de la hausse des dépenses, ce sont les affections de longue durée. Les 13 millions de Français qui ont une affection de longue durée, c'est-à-dire une pathologie grave, 80% de la hausse des dépenses. Ça, c'est-à-dire du nouveau flux. Et dans le stock, c'est les 2/3. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Donc là-dessus, ce que nous proposons concrètement, c'est qu'il faut organiser ce parcours. Parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles il y a une surdépense parmi ces ALD, c'est que, alors pour le coup, c'est une fausse liberté, parce que vous avez un cancer, et donc vous êtes dans une espèce de non-organisation de votre parcours. D'accord ? Et encore, le cancer, les plans cancer l'ont structuré, mais pas pour les autres ALD. Donc nous proposons un contrat, ce qu'on appelle un contrat thérapeutique, où lorsque vous rentrez, malheureusement, et avec l'âge, on sera nombreux à y rentrer. Vous avez un parcours qui est organisé dans un contrat. Qui dit contrat, dit à la fois responsabilisation, accompagnement, un contrat thérapeutique entre le professionnel de santé qui coordonne votre parcours, l'assurance santé et donc vous avez le patient et le patient. Donc vous avez une structuration du parcours. Sachez que un point de gain de productivité, désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle économie dans la santé, parce que ça c'est aussi un problème, c'est 1 milliard.
hein, c'est 100 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, c'est une hausse de 4 à 5% par an du fait d'une non-organisation du parcours. Donc voilà un exemple, comment vous reprenez contrôle sur la maîtrise des dépenses. Deuxième exemple, on a parlé de suradministration. Vous savez que la France, après les États-Unis, est le pays avec plus de 15 milliards d'euros de dépenses administratives, le plus coûteux administrativement. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'assurance maladie, on a de multiples régimes qui n'ont plus leur état d'être. On a des délégations à des mutuelles pour gérer pour certaines catégories, ce qui n'a aucun intérêt, ce qui dégrade la qualité, mais ce qui coûte de l'argent. Et puis, il y a les assureurs privés qui sont à peu près 450 et qui entraînent un surcoût administratif par rapport à ça de l'ordre de 8 milliards. Donc, passons à un payeur unique. On a un payeur unique dans l'essentiel des paniers de soins, c'est l'assurance maladie. Mais vous avez des paniers dédiés pour les assureurs privés, comme c'est le cas en Allemagne. Pour les lunettes, même si les Allemands ont déremboursé maintenant les lunettes, ça ne sert à rien en fait de rembourser des lunettes. On pourrait rentrer dedans, mais voilà, un surcoût, vous payez plus d'administratif que véritablement de ce qui vous protège, hein, parce que c'est un risque sans aléa. Tous les 3 ans, vous devez acheter une lunette, donc c'est 300 € tous les 3 ans. Il n'y a pas besoin de prendre un assureur pour ça. On reste les derniers à assurer pour ça, mais ça arrange les assureurs. Bon, mais pour les transports sanitaires, pour l'audioprothèse, vous pouvez garder sur certains les assureurs privés dans un marché régulé. Mais sinon, vous n'avez qu'un seul assureur. Ça, c'est près de 10 milliards par an d'économies. D'accord. Dernier point, vous supprimez ces contrats collectifs qui sont gérés, qui coûtent 10 milliards aux entreprises et qui sont gérés à l'échelle des entreprises et qui permettent de très bien protéger les actifs et de très mal protéger les inactifs. Et vous les remplacez par quoi? Par des contrats individuels. C'est-à-dire que vous mutualisez toute la population sur le risque. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus besoin d'être protégés, les inactifs, les retraités, les étudiants, les chômeurs, sont bien protégés. Vous faites des économies colossales. Vous parliez de la fraude, on pourra en parler. Oui, on va en parler. Mais reprenons peut-être après ceci. Nous irons à Paris avec Kamel et Clara, mais vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Vous avez jusqu'à 14h pour poser vos questions à Frédéric Bizard. Et nous allons tout de suite à Paris avec Kamel qui pose ses questions au 0826 300 300. Bonjour Kamel. Oui, bonjour Kamel. Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. J'aimerais commencer, si vous me permettez, à remercier cette émission, ce que vous êtes en train de faire, parce que ça éveille en chacun de nous très certainement l'intérêt que nous devons porter à ce qui me semble être la cause nationale numéro 1 pour lequel nous devons tous nous intéresser et faire en sorte que ce qui vient d'être dit à l'antenne est une véritable révolution. Et de cette révolution, il faut qu'il y ait un véritable engagement. Et cet engagement, moi, je veux en faire partie. Et pour avoir traversé auprès du milieu hospitalier énormément de moments. Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, Kamel. C'est un témoignage que je veux apporter pour dire que je fais partie de ces citoyens qui considèrent qu'effectivement, cette révolution doit avoir lieu. C'est une obligation, me semble-t-il, aujourd'hui, que les choses avancent. Alors, tous les sujets, vous les avez abordés, et c'est pour ça que je vous rejoins, mais il y en a une, c'est celle des laboratoires. Vous voyez, cette dictature de la norme imposée dans notre pays fait qu'une lobotomisation est orchestrée. Ça veut dire qu'effectivement, se rendre chez son pharmacien, etc., etc. Vous voyez, ce modèle qui consiste à ne plus se battre, à ne plus s'interroger, moi, me met en peine. Et je savoure depuis tout à l'heure ce que votre invité nous développe, ce qu'il propose, et je rejoins cette structuration. C'est très important qu'il y ait un véritable bouleversement, une véritable révolution positive. Mon parcours, c'est celui d'avoir été, et je rends hommage à ces médecins, ces hôpitaux, à ceux qui sont investis et qui se battent. Je l'ai moi-même vécu au travers d'une pathologie pour mon fils, suivi par l'hôpital Trousseau pour une leucémie, et j'ai vu véritablement l'engagement des uns et des autres, mais j'ai également perçu le manque de moyens. Vous voyez, ce manque de moyens existe dans notre société. Il y a une désorganisation totale. Ensuite, à titre personnel, avoir subi un diagnostic,
qui, après, après avoir été attentif, que j'ai fait revisiter, enfin, je me suis fait prescrire de nouvelles analyses et de contrôles, et s'apercevoir que finalement, je n'avais rien. C'est ce que je vous dis, je peux le prouver, le démontrer. Je veux dire qu'il y a un moment dans notre société où il faut véritablement, et vous le dites depuis tout à l'heure, se prendre en main soi-même, savoir ce qui se passe, savoir, un peu comme un certain nombre de modèles, me semble-t-il, les Chinois ont une culture justement de la prévention. Vous m'interrompez si je dis des bêtises, ont une culture de la prévention, et c'est bien pour ça que on doit aussi marcher dans les pas de culture de la médecine différente. Kamel, je voudrais justement que Frédéric Bizard réponde. Merci en tout cas de votre intervention, parce que effectivement aujourd'hui nous sommes à un carrefour, comme on dit, où on fait le choix de l'autonomie solidaire, on fait le choix de se prendre en main ou pas. Mais je crois que quand Kamel aborde, quand même, on peut pas ne pas en parler. Pour vous, Frédéric Bizard, les labos, quand même, alors il ne s'agit pas ni de les diaboliser, ni de les angéliser, mais il y a quand même une puissance et un poids des labos, et quel rôle ils jouent dans cette réorganisation? Parce que ce n'est pas rien. L'économiste que vous êtes le sait. Alors, d'abord, je remercie Kamel, et qui exprime très bien pourquoi ce qu'on a mis comme sous-titre « La seule réforme possible ». C'est qu'il y a un vrai consensus autour de cette évolution, cette révolution culturelle, que la santé n'est pas simplement une absence de maladie, mais la santé, c'est source de bien-être, c'est source de réduction des inégalités sociales, c'est source de liberté. On l'a vu avec la Covid, quand vous n'avez plus une santé sous contrôle, vous perdez les libertés, vous perdez votre sécurité. C'est source de ce qu'on appelle le soft power, de géopolitique. Le biopouvoir va devenir, de la même façon que l'arme nucléaire a structuré l'ordre mondial. Bref, quand vous voyez qu'on ne parle pas aujourd'hui et qu'on ne fait pas de la santé se suffit à elle-même pour refaire nation dans un pays comme la France. Et on parle souvent de culture et on parle de France, mais juste un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle serait la médecine sans les Bichat, sans les Pasteur, sans les Laennec, sans les Calmette, aujourd'hui sans les fécondations in vitro, où est-ce qu'elles ont été faites, les premières en Europe? Bref, je peux vous citer comme ça. Ça fait partie intégrante de notre patrimoine sur la chose. Concernant les laboratoires, le secteur des produits de santé, comme le reste du secteur, doit être complètement repensé. Je prendrai juste un exemple. Pourquoi est-ce qu'on est un des pays où les laboratoires ont une aussi mauvaise image ? Parce que c'est une boîte noire, la gestion des produits de santé, la gestion des médicaments. Il n'y a pas que chez nous, ça. Il n'y a pas que chez nous. Ah ben oui, mais enfin, nous, c'est quand même... je vous assure que les instances dirigeantes, on met un strapontin pour un représentant de patients qui n'a strictement aucun pouvoir. Vous voulez dire qu'on ne sait rien sur les laboratoires? On ne sait rien. Mais au point que, lorsque le ministre vous dit « j'ai acheté 50 000 doses », et qui est très content de doses du dernier médicament de Merck. C'est très bien. Mais on sait combien ça coûte? On ne sait pas. Donc, juste ça, cette information nous dit non, mais c'est pas un secret industriel de savoir quoi. Donc, on a fait de la gestion du médicament une boîte noire. Donc, il faut sortir de cette boîte noire. Il faut prioriser l'innovation. On parlait du financement, il faut repenser l'innovation pour que ce qu'on appelle ce panier de produits de santé, il soit revu chaque année pour prioriser l'innovation. Quand vous allez dans une pharmacie et que généralement, il n'y a aucun reste à charge, même si vous achetez du Doliprane, évidemment, vous contentez comme ça l'usager, mais en fait, vous bloquez la capacité de financer les vraies innovations. Donc, vous sortez de la boîte noire en faisant une vraie démocratisation du pilotage. Donc, vous dites transparence, quand même. Oui, mais non, mais c'est plus que ça. C'est qu'il faut que dans les instances, il y ait des représentants des patients et qu'on sache exactement les raisons des choix. Foucault l'avait déjà dit, vous avez une demande infinie pour des budgets qui sont finis. Donc il y a des arbitrages à faire. On ne peut pas tout rembourser. Mais il faut que cet arbitrage il soit fait avec les citoyens avec les patients, et en transparence. Et en fait, donc aujourd'hui, on a fait le choix d'essayer de dire on va tout rembourser. Tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Mais qui fait ce choix-là? Il faut dépolitiser ce choix-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile quand vous êtes ministre de la Santé d'aller dérembourser les médicaments, parce que vous savez que vous avez derrière des conséquences importantes sur votre popularité ou sur la chose. Il faut dépolitiser ça. Et on rembourse un médicament s'il a les critères médicaux de rembourser, ce qui permet de prioriser, encore une fois, l'innovation. Le reste, si vous pouvez avoir un assureur privé si vous le souhaitez, mais il faut participer. Le prix moyen d'un médicament, c'est 7 €.
D'accord, c'est 7 euros. Vous savez qu'aujourd'hui, on a mis 2 assureurs pour payer ça. On met l'assurance santé, l'assurance privée. Je vais vous donner un exemple très précis, parce que ça fait partie quand même on va prendre un exemple que tout le monde a reconnu, y compris les grands défenseurs. Rappelez-vous le Remdesivir des laboratoires Gilead. L'Union européenne a acheté pour 1 milliard d'euros, donc nous, de Remdesivir. La semaine d'avant, l'OMS avait dit que le Remdesivir, en ce qui concerne le Covid-19, ne sert pas à grand-chose, au contraire. Bon. Est-ce que ça ne fait pas partie, ça, d'un système qui est quand même hallucinant, qu'on décide d'acheter 1 milliard d'euros d'Union européenne de Remdesivir, alors qu'on sait qu'il ne servira à rien dans ce pourquoi on l'a acheté? Mais vous avez la réponse est dans votre question. Qui décide de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament? Qui décide du prix d'un médicament? Les pouvoirs publics. Donc on ne me dise pas, mais comme on en a fait quelque chose de très éloigné du citoyen qui se passe porte close, c'est le plus puissant qui l'emporte. Et le plus puissant, c'est pas le politique, c'est celui qui va vous mettre en concurrence avec d'autres et qui va dire vous voulez pas de ce médicament, vous êtes sûr? Parce que sinon on le commercialise ailleurs. Vous voyez, donc cette espèce de jeu de mise en concurrence des États et qui ont fait, on a vu que quand on a mis, et c'est pour ça qu'il faut aussi passer à l'échelon européen, quoique on pense de la chose pour décider de l'autorisation de mise sur le marché. Ouais. Parce que plus vous êtes en face puissant face au laboratoire, plus vous avez un équilibre des jeux. Sauf s'il y a, oui, c'est la faiblesse des politiques. Sauf s'il y a conflit d'intérêts. Sauf s'il y a conflit d'intérêts, d'où des instances de gouvernance qui soient démocratiques, transparentes. Voilà. Mais si vous regardiez aujourd'hui comment fonctionne la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous comprendrez que ces instances sont d'une faiblesse sans nom par rapport aux grands groupes pharmaceutiques qui font. Donc rendons les renforcer. Il faut les renforcer, mais d'abord en faisant une seule, d'accord, qui soit à contrôler. Oui. Une seule qui est une gouvernance vraiment démocratique. Et croyez-moi, les représentants des patients sont en fait les meilleurs alliés des laboratoires parce qu'eux veulent l'innovation maintenant. Donc, ils vont faire le tri dans ce qu'on rembourse. Ils vont s'assurer qu'il y ait bien un accès aux innovations. Vous savez que c'est 500 jours en France contre 120 jours en Allemagne, par exemple. Hein. Alors, on contorsionne la chose avec des autorisations d'urgence et tout le machin. Mais enfin, rendons le système efficace pour que l'ensemble des médicaments... À condition que les patients aient la connaissance, la vraie connaissance. D'où la formation des patients dans les universités. Voilà. Tout se tient, vous savez, dans un nouveau modèle, dans les universités de médecine, où il faut, comme il y a à Grenoble, par exemple, mais c'est une exception, ça devrait être une règle générale, où il faut que suffisamment de patients soient formés pour participer à ce genre de décision. Vous avez parfaitement raison, la formation, la compétence du patient est essentielle, mais croyez-moi, il n'y a pas de raison qu'un patient soit moins bien formé qu'un haut fonctionnaire. Merci beaucoup en tout cas Kamel pour votre témoignage au 0826 300 300 et on reste jusqu'à 14h avec Frédéric Bizard et vous nous appelez. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Frédéric Bizard qui a rédigé cette seule réforme possible, un programme politique prêt à être adapté en quelques mois tout simplement et nous sommes au 0826 300 300 avec Clara qui nous appelle de Paris. Bonjour Clara. Oui, bonjour Clara. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Clara. Bonjour, merci d'abord pour l'espace de liberté de votre émission. Même si je suis pas toujours d'accord avec vous, c'est un espace essentiel votre émission, donc je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci Clara. Vraiment, vraiment de tout mon cœur. Voilà, je voulais vous remercier d'abord parce qu'il y a très longtemps, pas si longtemps, vous aviez invité Xavier Bazin pour le livre Big Pharma démasqué. Exact. Et j'avais trouvé ce livre extraordinaire. Vraiment, et ça explique pas mal de choses que nous vivons depuis des années. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai acheté aussi le livre de Pamela Acker sur les vaccins. Et elle le dit bien dans son livre, où elle remet complètement, c'est une chercheuse et tout, elle remet complètement la vaccination en question. Et elle dit bien que ce qu'il faut, c'est la prévention avant tout. Et d'ailleurs, vos auditeurs, je risque de faire doublon parce que vos deux auditeurs précédents en ont parlé. Mais la prévention avant tout, c'est-à-dire une bonne alimentation, privilégier le végétal et surtout bio le plus qu'on peut. Et si les gouvernements avaient vraiment à cœur notre santé, est-ce que vous croirez est-ce que vous pensez qu'ils devraient développer le bio, ils devraient arrêter le sucre partout dans l'alimentation, ils devraient arrêter les additifs, arrêter l'élevage industriel qui martyrise les animaux et qui tue les gens, qui tue les animaux et qui tue les gens. Voilà, je suis un peu effarée que vous n'en avez pas parlé. Et ce que je voulais vous dire aussi, et je vous laisse, je vous remercie, c'est que vous avez parlé, Monsieur Berkoff, de l'Union européenne et oui.
Est-ce que vous savez qu'il y a 2 jours, j'ai vu cette vidéo là récemment, des députés européens ont demandé à voir les contrats entre Pfizer et l'Union européenne. Les contrats étaient barrés de noir. Oui, oui, absolument. On vient d'en parler, Clara. On vient d'en parler et... Excusez-moi parce que j'ai pris en route. Je suis effarée de voir ça. Les politiques sont aux mains des labos. C'est vraiment terrible ce qu'on vit en ce moment. C'est une dictature. Et je voudrais juste rappeler que moi, je suis soumise à l'obligation vaccinale et je ne veux pas. Je risque d'être clochardisée à cause de cette dictature sanitaire. Et je vous assure que j'en ai gros sur le cœur parce que jusqu'à présent, je pensais que mon corps était souverain. Mais apparemment, il ne l'est pas. Je ne suis pas souverain. Mon corps appartient à l'État. Je suis en Union soviétique. Je suis en Chine. Non, votre corps n'appartient pas encore à l'État, Clara. Écoutez, vous êtes vous êtes en libre arbitre. Chacun décide de faire ce qu'il veut, de se faire vacciner ou pas. Le problème que vous posez, et je vous conseille vraiment d'ajouter aux 2 livres dont vous avez parlé, le livre de Frédéric Bizard, parce que justement, il parle d'autonomie, il parle de solidarité. Et le problème le plus important aujourd'hui, je vais vous dire, le plus important, c'est justement cette autonomie. Après, discutons de tout. On est bio, pas bio, etc. Ça, c'est un problème de discussion. Mais le plus important, c'est la clarté, la transparence et surtout, vous l'avez dit, et Frédéric Bizard, vous avez encore, Clara aussi en parle, la prévention. Soyons effectivement en bonne santé, en tout cas le plus possible. Enfin, quand on risque de clochardiser les gens, on est soumis à l'obligation vaccinale. On ne peut pas dire le contraire. Oui, non, mais c'est vrai. Vous savez, les pouvoirs changent aussi. Hein. Les choses ne sont pas constantes, les choses bougent, les choses changent. Et voilà, rien n'est fait, rien n'est acquis. Rien. J'espère, mais c'est très dur, Merci. Frédéric Bizard, non, peut-être on va prendre le prochain avant que... Frédéric Bizard, effectivement, n'entrons pas dans les choses, effectivement, médecine douce ou médecine allopathique, viande ou pas viande, etc. Je crois que chacun, justement, doit garder sa liberté de choix et c'est fondamental. Au fond, juste une question quand même, parlons à ça. Vous avez dit, c'est faisable en 100 jours, comme en 45, comme en 58. En fait, il faudrait, soyons extrêmement concrets, quoi? C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une Assemblée nationale, un Sénat et un gouvernement qui décident, voilà, on a un programme, en tout cas, restons sur la santé. Hein. On a un programme, on l'applique. Et comment on peut l'appliquer? Vous dites 100 jours suffisent. Oui, 100 jours suffisent parce que dans le programme que l'on propose, donc qui est une refonte du modèle, vous avez plusieurs types de réformes qui peuvent se faire dans une ordonnance. Vous avez une réforme de la gouvernance. Que fait l'État? Que fait l'assurance maladie? Quels sont les périmètres? Qu'est-ce qu'on décentralise? Qu'est-ce qu'on garde? Bon, donc ça, c'est une première réorganisation. Deuxièmement, qui finance quoi? Comment est-ce qu'on sort de système à 2 étages absolument absurde qui, avec une assurance maladie en premier étage et des assureurs privés en 2e étage. Ça, c'est un 2e groupe. Un 3e groupe, c'est véritablement la réorganisation des acteurs. Qui fait quoi dans les territoires? D'accord? Comment? C'est-à-dire qu'on sort de cette segmentation hôpital, EHPAD et ville. Tout le monde est dans un territoire. Vous passez d'une responsabilité individuelle à une responsabilité populationnelle. D'accord? Tout le monde. Donc, c'est ce qu'on fait dans les... Bref. Donc, moi, je pense que... et là, il faut regarder techniquement, juridiquement, combien d'ordonnances il faut. Mais une fois qu'on est d'accord, et vous voyez que déjà, on a passé un peu plus d'1 heure ensemble, vous voyez la réaction des auditeurs qui ont compris, qui ont fait. C'est pour ça qu'on parle de la seule réforme possible, parce qu'on a fait beaucoup de conférences de consensus. On sait que c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Donc le politique, qu'il s'en empare et qu'il le fasse. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire tôt? Parce que si vous laissez... C'est un très bon exemple, enfin, c'est une très bonne leçon, l'échec de la réforme des retraites. À la base, le système universel, il était assez accepté à gauche comme à droite. Le fait qu'on sorte de 40 systèmes de retraite à un seul, qu'on le rende plus égalitaire, etc. Bon. Et puis, on a dit, on va mettre 2 ans parce qu'on va réunir tout le monde, on va essayer de trouver les choses. Oui, les débats, et on a été sur des aspects techniques, d'accord, sur les pensions de reversion, qu'est-ce qu'on en fait. Et là, vous perdez tout le monde. Il n'y a plus que la haute fonction publique qui pilote et vous perdez le sens. Il faut donner du sens à cette réforme. Et une fois que vous avez cette discussion
solution qui doit être discutée pas simplement par des gens de gauche, de droite. C'est une réforme qui doit se faire avec un consensus politique. Parce qu'encore une fois, ça repose sur une culture, sur un modèle républicain. Est-ce qu'on veut un modèle à l'anglaise? Est-ce qu'on veut un modèle américain? Non. On veut un modèle à la française. C'est 95% des Français. Et donc ça, vous le faites après. Je pense qu'on peut le faire par ordonnance. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait en 45. Hein, le CNR a travaillé pendant 3 ans. Et puis derrière, les ordonnances simplement, de 58. 45 et 58, il y avait un consensus politique très large autour d'un certain général. Aujourd'hui... Je suis d'accord. Je suis d'accord que qui va prendre la hauteur? Qui va prendre la hauteur? Mais vous voyez qu'en fait, personne n'en parle parce qu'ils ont tous l'impression que de l'extrême gauche à l'extrême droite, qu'ils ont une solution propre à eux. Non, non, c'est une solution qui répond à des... on est dans un système de contraintes. Vous avez des défis à relever. On a vu la triple transition. Vous avez une culture à respecter. Et puis, vous avez un système existant. Alors, Frédéric Bizard, moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'entrez pas en politique pour défendre ça? Écoutez, en tout cas, la seule raison pour laquelle je rentrerai en politique, c'est bien pour porter cette refonte. Donc, pour le moment, chacun est dans son rôle, mais c'est sûr que ça serait la seule raison. Pour le moment, on essaye de faire le trait d'union. Vous voyez, je vais au-delà de mon rôle universitaire. J'essaie de faire trait d'union avec le... Mais à un moment donné, il faut incarner. Mais à un moment donné, il faudra peut-être incarner. Bon, bien, écoutez, à suivre. À suivre, absolument. Et à suivre, vous pouvez déjà vous précipiter en librairie pour ce livre aux éditions Michalon, L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible. Et oui, le ton est péremptoire, mais c'est vrai, on en a parlé pendant 1h20. Vous avez vu, le programme est prêt. Et tout de suite, Brigitte Lahaye, après André Berkoff.